Donc, on va d'abord demander, merci grand chef. On va demander à Nicolas Houde de nous présenter le territoire soit revendiqué, soit occupé par les Atikamekw. Donc, ça va nous situer sur le plan de l'espace dans l'ensemble québécois. Puis après, on va se tourner vers Cynthia Smith pour les premières questions. Miigwech, grand chef à Washish. Juste 2-3 affaires en fait, parce que le grand chef en a déjà parlé dans sa présentation du territoire, mais c'est ça, juste pour situer, l'Intaskinan, c'est 60 000 km² situé au cœur de ce qu'on appelle aujourd'hui le Québec. C'est grosso modo le bassin versant de la rivière Saint-Maurice, pour ceux qui connaissent, avec des chevauchements sur les bassins versants voisins, le David James, la rivière Lièvre. Et puis, c'est ça, c'est du territoire forestier, donc ils vivent les défis de la cohabitation avec l'industrie forestière et la villégiature. On en a parlé tout à l'heure avant la conférence, c'est le temps de la chasse de ce temps-ci. Donc, les défis de la cohabitation sur le territoire, spécialement le temps de la chasse et de la pêche. Donc, c'est ça. Puis, avec les 3 communautés de Manoine, qui est la plus au sud, située à 3 heures, 3 heures et demie de route de Montréal, de Montaché et de Bécoin. Donc, territoire, comme le grand chef le disait tout à l'heure, qui n'a jamais fait l'objet d'un traité où il y a des droits qui ont été cédés. Donc, aujourd'hui, c'est ça la déclaration de souveraineté, les revendications territoriales, c'est en rapport à ce territoire-là, qui nous occupe depuis très longtemps, depuis plus longtemps que nous en tout cas, et puis sur lequel ils ont procédé de voir faire. C'est beau, merci Nicolas. Pour ceux qui ne connaissent pas Nicolas, je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui le connaissez parce que vous êtes dans son cours, mais ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est la personne responsable des études autochtones en sciences politiques. Donc, vous êtes invité aussi à prendre contact avec lui pour voir ce sur quoi il travaille. Il travaille beaucoup sur cette région-là en particulier. Il a dirigé plusieurs étudiants d'ailleurs qui ont fait des mémoires de maîtrise et peut-être éventuellement des doctorats, c'est ce qu'on souhaite. Donc, je vais me tourner maintenant vers Cynthia Smith, qui elle est analyste juridique, qui a des questions peut-être qui seront peut-être complices un peu et peut-être qui seront provocatrices, on verra. Miigwech pour la présentation. Merci de nous avoir invités aujourd'hui pour la présentation. Ma question, en fait, c'est plutôt au niveau de, quand on parle de la souveraineté atikamekw, ce serait quoi le lien avec l'autogouvernance? Donc, quand on parle, par exemple, du droit qui est reconnu par les Nations Unies, de notre droit de s'autogouverner, est-ce que j'imagine que la souveraineté atikamekw et la déclaration suit cet ordre de pensée-là. Puis si oui, quel lien est-ce que vous faites avec ça? C'est sûr que c'est une très bonne question. Merci, Cynthia. Elle m'a pris dans le coin. Yeah. Non, mais c'est ça. Nos droits, les droits autochtones, le droit à l'autodétermination, c'est reconnu par l'ONU, c'est reconnu aussi par les instances juridiques au Canada. Les gouvernements sont très conscients de cette reconnaissance-là. C'est d'ailleurs pourquoi les gouvernements ont voulu négocier depuis si longtemps, ont développé des politiques sur les revendications globales et particulières, sur comment approcher les Premières Nations, comment trouver un terrain d'entente sur la question territoriale. C'est sûr que c'est la souveraineté, la déclaration de souveraineté, c'est comme l'autodétermination, mais faite par nous, à défaut de ne pas avoir d'entente avec les gouvernements, à défaut de... Ça fait quand même très longtemps, depuis 1978-1979, que nous négocions les Atikamekw, puis ça semblait se diriger toujours vers un cul-de-sac où il y a des gens qui voulaient juste gagner du temps, puis de plus en plus le territoire est occupé, de plus en plus le territoire est exploité. Puis nous autres, on voulait mettre un frein à ça en disant c'est notre territoire, on fait notre déclaration de souveraineté. Hey, gouvernement, vous allez venir vous asseoir de bonne foi, on va-tu régler ça finalement, ou bien non, vous allez continuer à exploiter en nous ignorant. C'était ça nos préoccupations.
c'est d'être proactif. Je pense que c'était ça la déclaration de souveraineté, c'est d'être proactif dans notre on se dirige vers l'autodétermination. C'est sûr qu'on veut se diriger, se gouverner soi-même, mais c'est la première étape, c'est de faire une déclaration de souveraineté, puis c'est ça qu'on a fait. Mais là, après, par la suite, comme j'ai parlé, il faut reconstruire la société, il faut reconstruire la fierté, il faut leur redonner leur force, parce que nos ancêtres étaient forts. C'était pas facile de vivre dans le bois à l'époque, trouver de la nourriture dans la forêt tout le temps, c'est de survivre. Il y avait un taux de mortalité quand même assez élevé à l'époque, à cause de, la rigueur de vivre en forêt et tout ça. Malgré tout cela, ils ont continué à vivre. Il y avait une force, nos aînés, nos ancêtres, il y avait une force de vivre incroyable. C'est des gens très en forme, c'est des gens qui, mentalement, physiquement, c'était des sommités, je pourrais dire. Puis c'est d'ailleurs une de mes motivations. Je pense souvent, des fois, c'est pas facile, mon rôle, puis c'est pas facile de faire de la politique, c'est pas facile de dealer avec les gouvernements. Puis c'est souvent ça, mon reminder, que je me rappelle de mes ancêtres, comment ils étaient faits fort, puis j'essaie de me rebooster en pensant à eux. Puis c'est de même que je continue à foncer, mais la déclaration de souveraineté, c'est dans la veine de l'autodétermination, mais faite par nous. Comme j'ai dit, à défaut d'avoir une entente rapidement, mais il faut tout reconstruire à la base, la société, la fierté, l'éducation, prendre possession du territoire avec des entreprises, gérer le territoire, mais comme j'ai dit, c'est une tâche qui est énorme, étant donné que le territoire est tellement occupé par des gens non autochtones, et des chalets, il y en a partout. Nos aînés c'est eux qui voient ça beaucoup, parce eux, ils ont vécu dans la forêt pendant longtemps. Et à l'époque, il n'y avait pas autant, mais aujourd'hui, ils disent littéralement, nos aînés, on est envahis. On est totalement envahis, il n'y a plus de place où aller, il n'y a plus un lac où aller, on a pour eux, c'est la paix, là, ça devient problématique ce territoire où tu n'es même plus le bienvenu sur ton territoire. Il y a des histoires où il y a des gens qui se font menacer au fusil, des aînés qui se font menacer au fusil, l'aîné ne comprend rien. Va-t'en d'ici, il y a toutes sortes d'histoires crues, intéressantes que je pourrais partager aujourd'hui, mais je pense que c'est pas le moment, puis je vais laisser les autorités, la sécurité publique mettre le culotte sur cette question-là. Merci. Est-ce que j'ai le temps pour une autre question? Oui, allez-y. OK. À l'interne, donc, si je comprends bien, la déclaration de la souveraineté, c'est un premier pas pour se diriger vers l'autodétermination. Ouais. Comment on l'organise à l'interne? Donc, considérant que vous parlez là, tout à l'heure des politiques sociales, etc. Quand on regarde déjà à l'interne, donc chez les Atikamekw, vous avez au niveau de la protection de la jeunesse déjà développé un système qui est propre, que ce soit qui est applicable à Wemantashi et à Manoan, qui est le SIAA. Peut-être, je vais vous laisser là, expliquer un peu c'est quoi le SIAA. Je pense que vous êtes mieux placé que moi là, pour l'expliquer. Mais dans cette veine-là, donc premièrement, peut-être un peu l'expliquer, puis en quoi est-ce que la déclaration de la souveraineté vient peut-être soutenir des projets d'autogouvernance, par exemple, qui est le SIAA. Puis est-ce que ça vient peut-être aider à ce qu'il y ait finalement une signature là, de l'entente sous 37.5 de la LPJ? OK. Ben, comme là, on mélange des concepts. L'autodétermination, c'est vraiment de se gérer soi-même, d'avoir tous les pouvoirs de décider pour nos membres, pour nos citoyens en tant qu'Atikamekw. On comprend la complexité au Canada avec le multiculturalisme et tout ça, que c'est rendu un gros melting pot. Nous, on essaie de trouver une façon. Puis comme tantôt je parlais, on vit à travers les lois canadiennes, on vit à travers les lois provinciales, puis justement la loi, je veux dire, le SIAA, c'est un exemple c'est la loi sur la protection de la jeunesse qui nous, comme en quelque sorte, nous donne le droit de développer notre propre système avec 37.5.
Mais ça a commencé avec un projet pilote. Ça, c'est suite à des rencontres, des sommets entre Mamba-Atikamekw dans les années 97, je crois, 98, il y a eu un projet de société Atikamekw qui a été développé suite à ces rencontres-là. Puis ça en était un des projets, c'est de prendre en main nos aînés, prendre en main nos enfants. Puis c'est ça qui, suite à ce sommet-là, ils ont développé le SIAA. C'est devenu un projet pilote qui a été implanté chez les Atikamekw à l'époque. Puis ça a fait beaucoup ses preuves. Les gens ont été satisfaits. Puis ça répondait un peu aux préoccupations des Premières Nations, où les Premières Nations étaient inquiets de perdre leur culture, leur langue, les enfants autochtones. C'était comme la continuité des pensionnats. On arrachait les enfants des parents, puis on les envoyait en milieu urbain chez des non-autochtones. C'était ça la grosse préoccupation, en gros, de toutes les Premières Nations, mais surtout des Atikamekw, parce qu'on parle des Atikamekw aujourd'hui. Donc, suite à ça, il y a le SIA qui s'est développé, qui a été reconnu par le gouvernement. Puis aujourd'hui, c'est la façon qu'on traite nos jeunes qui sont pris dans des situations, soit dans des situations compromettantes ou qui sont en danger, ou des situations de délinquance. C'est deux approches qui sont utilisées dans ce domaine-là. Et c'est sûr qu'on veut avoir plus d'autonomie, mais encore là, on dépend de la volonté des gouvernements de nous accorder cette autonomie-là. On dépend de la loi sur la protection de la jeunesse. Suite à notre projet pilote, en 2001, je crois, ils ont modifié la loi le 21 juin 2001, ils ont modifié la loi pour insérer justement 37.5 où ça permettait à des centres jeunesse d'avoir des ententes avec les Premières Nations, le ministère de la Famille également, pas de la famille, mais des affaires sociales, d'avoir une entente avec la Première Nation pour justement prendre en charge les enfants qui sont pris dans des situations comme ça. Mais depuis ces années-là, il y a eu des pourparlers, il y a eu des négociations, mais encore là, il n'y a rien qui est abouti jusqu'à dernièrement, où est-ce que j'étais allé à la commission parlementaire, puis il y avait la question, il modifiait la loi, le projet de loi 99 qui vient modifier la loi sur la protection de la jeunesse. Il y avait des éléments là-dedans qu'on voulait aller expliquer, dénoncer, puis j'en ai profité également pour rappeler que depuis 2001, l'article 37.5 existe, mais il n'y a pas eu de développement, il n'y a pas eu d'avancement pour justement nous donner plus d'autonomie, plus de responsabilité pour justement protéger nos jeunes, leur donner une chance d'être pris en charge, mais dans un environnement culturellement adapté. Donc, c'est ce qu'on essaie c'est ça le but premier. C'est oui, on comprend que la LPG, ça a une certaine approche, mais nous, on veut que ça soit une approche qui est culturellement adaptée, que nos jeunes puissent conserver leur langue, leur culture, qui restent dans les familles rapprochées, dans la famille rapprochée immédiate. Donc, oui, ça peut être une forme d'autogouvernance, mais encore là, on est à la traîne des gouvernements. C'est soit on attend après le gouvernement, c'est une des portes d'entrée pour l'autogouvernance, ou on est proactif, on fait une déclaration de souveraineté, puis tranquillement, on travaille là-dessus. C'est sûr, ça peut prendre du temps, mais c'est de prendre conscience, d'éduquer nos gens, comme tantôt j'ai parlé, de renforcer l'identité, renforcer la fierté, éduquer, puis tranquillement structurer notre nation, structurer nos gouvernements locaux, nos gouvernements nationaux, puis de faire prendre conscience de l'importance de s'impliquer pour justement préserver notre langue, préserver notre culture. Puis ça, c'est un travail qui est vraiment à l'interne. Mais pour l'autre côté, où est-ce qu'on dépend des gouvernements pour justement l'autodétermination, l'autogouvernance, mais souvent, ça n'aboutit pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est l'expérience que j'ai, ça n'aboutit pas. Il y a beaucoup de perte de temps où il y a quelqu'un qui veut ça, que ça traîne en longueur, mais
On est, c'est la situation aujourd'hui, c'est ça qu'on vit présentement. Merci. On va demander maintenant à Louis Bernard, qui a beaucoup d'expérience au chapitre de négociation, qui a beaucoup d'expérience aussi sur la question de l'autonomie et de la souveraineté. Donc, M. Bernard. Merci beaucoup, Monsieur le Président, grand chef. La tragédie, hein, c'est qu'on négocie, puis on n'aboutit pas à une entente. C'est rendu que, à mon sens, on est satisfait de négocier. On se satisfait de négocier. On est content, ça va bien, on négocie. Ça va très bien. Écoutez, regardez, on s'est réunis encore récemment, on négocie. Alors là, on avance, etc. On n'aboutit pas. Moi, je pense que vous devriez vraiment, toute votre communauté, mais les autres aussi, être très préoccupés du fait que la négociation ne mène nulle part. Et vous ne semblez pas être capable, toutes les nations, les Premières Nations ensemble, de faire débloquer cette situation de cul-de-sac où vous êtes. Moi, j'ai négocié avec les Inuits pendant presque 3 ans, je pense. Et la première chose qu'on a faite, on a dit, on veut avoir une entente. On ne veut pas négocier. On est tanné de négocier. Ça faisait 25 ans qu'on négociait. On ne veut plus négocier. On veut s'entendre. Et pour s'entendre, il a fallu complètement changer la façon dont on se parlait. Au lieu de faire des négociations publiques, d'avoir des procès-verbaux, etc., on dit non, on va faire des négociations secrètes, en petits groupes, puis on va avoir une approche commune. On va regarder où est-ce qu'on veut aller. Est-ce qu'on est capable de s'entendre? Ça nous a pris un petit peu plus qu'1 an pour avoir une approche commune. On a fait une entente de principe d'ordre général qui est approuvée par le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, puis les 4 communautés Inuits avec lesquelles on négociait en 2004. Je peux vous dire que je connais assez bien la situation, je peux vous dire que c'est une entente qui dépasse de loin tout ce qui s'est fait jusqu'à maintenant. C'est une entente où on a réussi à s'entendre avec les Inuits sur la préservation des droits. Il n'y a aucune renonciation aux droits. Tous les droits sont reconnus, sont encadrés, sont déterminés. Leur application est précise. Puis les droits qui ne sont pas reconnus par le traité, s'il y en a, parce qu'on a voulu couvrir tous ceux qu'on connaissait, mais si la Cour suprême déterminait de nouveaux droits, ces droits-là, qui actuellement n'existent pas parce qu'on les connaît pas, mais s'ils sont reconnus, il y a toute une procédure pour les intégrer à notre façon de procéder. Les Inuits ont trouvé qu'on a travaillé avec des juristes éminents, puis on a trouvé une solution que je pense est imaginative. Je ne sais pas qu'elle est absolument hors de critique, mais est acceptable. On a reconnu la capacité des Inuits de se gouverner eux-mêmes, de se faire des lois, de se donner une constitution, faire des lois qui l'emportent sur les lois provinciales et même certaines lois fédérales dans certains domaines. Alors, on a fait comme on a fait dans la Constitution du Canada, 91-92, on a fait des listes. Certains pouvoirs sont hors de la compétence des Inuits, comme la défense nationale, ce genre de choses-là. Certaines lois peuvent être modifiées par les Inuits, même les lois fédérales sur le mariage, même les lois provinciales sur le Code civil, etc., etc., etc. Et puis, ils ont un droit exclusif de se gouverner eux-mêmes sur leurs propres institutions, sur ce qui se passe dans les territoires qui sont les leurs. Ils peuvent juste gouverner le comportement des Inuits en dehors de leur propre territoire, sur leur grand territoire traditionnel en matière de chasse, de pêche, de cueillette, etc., etc. Autrement dit, on a réussi à accommoder
les principales questions qui étaient en discussion. Mais malheureusement, depuis 2004, c'est rien fait. Au lieu de prendre l'entente de principe et de la transformer en traité, avec un capital de base de 250 millions pour 4 communautés, c'était quand même pas mal. On n'a pas réussi à faire ça. On a continué à négocier. Les principaux problèmes complexes juridiques étaient réglés. Le reste, c'est de la négociation. On avait un petit peu plus, un petit peu moins, etc., etc. Mais il faut être capable de se dire, on va négocier dans le sens qu'on va trouver un terrain commun, puis on va faire les compromis nécessaires. Il faut que les Autochtones acceptent que, finalement, ils n'auront peut-être pas tout ce qu'ils veulent, mais que par rapport à la situation actuelle, c'est un progrès immense. Dans la Convention de la baie James, les Cris, au début, n'ont pas obtenu tout ce qu'ils voulaient. Il y en a obtenu assez pour aller de l'avant, puis s'organiser, puis d'avoir dans une deuxième ronde la paix des Braves, où ils ont obtenu encore plus. Il faut y aller progressivement. Moi, je trouve ça désastreux pour les jeunes Autochtones à l'heure actuelle que la situation se perpétue, celle que vous avez mentionnée, où vous êtes complètement toujours mis de côté, etc. Vous n'avez aucune assise pour vous asseoir. Les jeunes Autochtones qui ont à faire face à une adaptation directe au 21e siècle, la mondialisation, puis l'informatisation, puis la circulation de l'information, puis tout ça, c'est un défi extraordinairement difficile. Mais si vous n'avez pas les instruments minimums pour faire face à ce défi-là, vous pouvez bien parler de la glorieuse histoire que vous avez dans le passé, etc., mais dans l'avenir, avec quoi les jeunes vont se battre contre les forces modernes? Et puis comment ils vont pouvoir être fiers d'eux-mêmes s'ils sont complètement déclassés une fois, dès qu'ils sortent de leur enclave, qu'elle soit grande ou petite, ils vont vouloir, comme tous les jeunes actuellement, circuler à travers le monde, puis la mondialisation, puis tout ça. Alors, s'ils ne sont pas équipés, vous savez, le Québec s'est développé, ce n'est pas les richesses naturelles qui nous ont développés. Si le Québec est riche actuellement, et on est un peuple riche, ben, les ressources naturelles, c'est une toute petite fraction une toute petite source de notre richesse. La richesse du Québec, c'est ses universités, c'est ses entreprises, c'est sa population, c'est sa main-d'œuvre, etc., etc. Les richesses naturelles, ça aide, mais on n'en retire pas beaucoup. La richesse elle-même, la richesse, les droits miniers et les droits forestiers, ça ne rapporte rien. Les salaires des forestiers, oui, là, ça crée des jobs, oui, ça rapporte. Le salaire de ceux qui font des mines, oui, ça rapporte. Mais le droit minier comme tel, ça ne rapporte rien. Alors, la propriété des richesses naturelles, même si vous l'aviez en entier, je dirais, vous ne l'aurez pas en entier, probablement, parce qu'il faut faire des compromis, mais même si vous l'aviez en entier, c'est très peu par rapport à ce que vous avez besoin pour donner à votre population des objectifs de développement puis de présence au monde, etc. Alors moi, vous êtes en charge des négociations globales. Moi, ma principale préoccupation, ce serait de dire, est-ce qu'on a abouti? Est-ce qu'on se rapproche? Est-ce qu'on approche? Est-ce qu'on va avoir le traité ou une entente de principe dans 6 mois? Vous savez, ça presse. Moi, je trouve ça épouvantable de voir qu'on négocie, puis il n'y a absolument rien qui change. Et vous savez, les gouvernements, ils ne sont pas plus pressés qu'il faut de faire des ententes avec les Autochtones. Moi, j'ai négocié, puis je peux vous dire qu'il a fallu que je la vende, l'entente, auprès du gouvernement. Le ministère de la Justice ne voulait rien savoir que les Inuits puissent faire des lois. Ils disaient non, ils vont faire des règlements. Ben, il n'est pas question qu'ils fassent des lois, ça. C'est juste l'Assemblée nationale qui fait faire des lois. Ben, si vous regardez dans l'entente de principe, c'est bien marqué qu'ils font des lois. Mais il faut se battre pour le faire. Ça n'arrive pas tout seul, ça. Puis André Maltais, qui négociait pour le fédéral, je peux vous dire qu'il s'est battu très fortement contre l'establishment fédéral pour obtenir ce qu'on a mis dans l'entente. Puis ce qui me déçoit, c'est que
l'entente n'est pas vraiment connue parmi les nations autochtones du Québec. Parce que notre entente, elle peut servir chez vous, elle peut servir ailleurs, etc. On dirait que c'est des vases, des silos. Il n'y a pas de vase communicant. Ce qui se fait une place, ça se fait là, mais nous autres, on est différents. Il devrait y avoir un échange entre vous autres, prendre la meilleure formule d'une place, l'appliquer à l'autre, etc. Négocier ensemble. Pas nécessairement négocier des ententes particulières, mais avoir un échange entre vous autres pour dire que notre cause est commune. La cause des Algonquins, puis la cause des Inuits, puis la cause des Cris, puis la cause des Mohawks, etc. Il y a bien des points qui sont en commun. Alors, il faudrait que vous voyiez dans quel processus vous êtes engagé, un processus de négociation qui, à mon sens, en tout cas, peut vous aveugler sur le degré de progrès de vos négociations avec le Canada. Vous pensez que vous avancez, mais moi, je pense que vous êtes les deux pieds dans le béton, puis que ça ne bougera pas. Alors, je m'excuse, j'en ai profité parce que vous êtes là pour vous sensibiliser à la situation réelle qui est la vôtre. Et je pense qu'on vous amuse. On vous amuse beaucoup. Au lieu de vraiment passer à ce qui compte. Ben, je peux dire que... Merci. Merci.